Bonjour. Il y a quelques jours, le 1er juin, le ministre de l'Agriculture a fait un discours au Parlement en réponse à des questions sur la situation de l'agriculture, du monde rural en période de sécheresse. Et il a fait un discours, pour le moins étonnant. Et il y remet en question ce qu'il estime être des clichés et qu'on peut résumer en 3 points. Le premier est l'autosuffisance en céréales, selon le ministre, nécessiterait d'augmenter de 900 000 hectares supplémentaires en terre irriguée, en plus des 300 000 hectares actuels, et alors que les ressources en eau consacrée à l'agriculture ne dépasseraient pas 30% des besoins. Le deuxième point évoqué, c'est la question de la pastèque et de l'orge. La pastèque qu'on critiquerait pour sa surconsommation d'eau, consommerait en fait 12 fois moins d'eau que l'orge. Et enfin, le troisième point, selon le ministre, les agriculteurs qui cultivent les agrumes, l'avocat, la tomate, ne peuvent pas les remplacer par les céréales. Le rendement à l'hectare des céréales serait de 12 000 dirhams alors qu'il s'élèverait à 34 000 dirhams pour les autres productions agricoles. L'orientation vers les céréales fera perdre, selon le ministre, à l'agriculture, aux Marocains, une valeur ajoutée de 20 milliards de dirhams par an et d'ajouter encore, en tout cas, le Maroc peut acheter des céréales sur le marché mondial et ce n'est pas un problème. Voilà. Ce sont ces 3 affirmations qu'il s'agit maintenant de discuter sereinement, sérieusement. Je vais donc discuter les 3 points l'un après l'autre. Premièrement, oui, bien évidemment que les ressources en eau sont limitées. Nous sommes dans un pays en état de stress hydrique, en voie de pénurie hydrique. Les terres cultivables sont très limitées aussi, elles représentent 12-13% de la surface du pays. Et sur les 9 millions d'hectares cultivables, un tiers peut être considéré comme étant réellement sans trop de problèmes d'eau. Les terres irrigables, disons le potentiel de terres irrigables ne dépasse pas 1,5 million d'hectares. Et donc oui, bien évidemment qu'il y a des contraintes. Seulement, précisément, je dirais pour cela que, en fait, il n'a jamais, sérieusement, aucune personne sensée qui connaît la situation ne peut prétendre à atteindre 100% d'autosuffisance en toute chose. C'est pas ça qui est en question. Il n'a jamais été question de remplacer les fruits et légumes par des céréales. Mais entre, disons, cet idéal inatteignable et la situation actuelle, je dirais, il y a plus qu'une marge. Il y a la recherche d'un meilleur équilibre. Alors, meilleur équilibre entre quoi? Entre des cultures marchandes, le plus souvent destinées à l'exportation, ok. Mais aussi, peut-être surtout quand même, les produits, les productions de base que les Marocains consomment massivement, les céréales, le sucre, les huiles, le lait, enfin les produits laitiers, ce qui n'est pas le cas actuellement malheureusement. Le deuxième point concerne la question de l'eau, en rapport avec les productions. Alors, d'abord, entendons-nous bien. On ne compare pas ce qui n'est pas comparable. N'importe quel agronome vous dira la pastèque, c'est ce qu'on appelle un pois frais, alors que l'orge, c'est un pois sec. La pastèque, ça comprend 98-99%, c'est de l'eau. Et alors que l'orge a été dépouillé de sa quantité d'eau. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, il est à d'autres niveaux. La première chose, c'est que la pastèque, forcément, est une production qui se fait en irrigué.
c'est-à-dire qui reçoit de l'eau, mais de l'eau pour laquelle on a investi, qui a coûté, elle a un coût, effectivement. Et au fond, ce qui est critiquable, c'est même pas les pastèques qu'on ferait, qu'on fabriquerait dans des zones préparées, aménagées pour l'irrigation, mais c'est en fait les pastèques qu'on va cultiver dans des régions arides, semi-arides, pour y pomper le peu d'eau disponible qui reste pour l'eau potable. Et donc pour l'affecter au contraire à des cultures que ensuite on va exporter. C'est ça qui est tout de même critiquable. On exporte une eau rare après avoir privé la population de l'eau. C'est ça qui est critiquable. Alors que l'orge, l'orge c'est une toute autre histoire, toute autre chose. C'est une culture essentiellement de bourg d'abord, d'agriculture pluviale, qui demande mais de l'eau de pluie. En fait, relativement peu, c'est une plante résistante, rustique, adaptée. Souvent, c'est une production qu'on fait qu'on fait dans un écosystème qui ne reçoit pas autre chose, qui peut difficilement recevoir autre chose. C'est d'ailleurs ce qui est un peu gênant, c'est qu'on pratiquement laisse croire que les céréales qui seraient dans l'irrigué seraient systématiquement irriguées. C'est pas la réalité. Tous ceux qui savent la réalité de l'exploitation dans les périmètres irrigués savent que en fait les céréales de manière générale ne sont pas systématiquement irriguées. Ils ne le sont qu'en cas de besoin. C'est-à-dire et souvent d'ailleurs sous forme de ce qu'on appelle en cas de besoin, ça veut dire en simple irrigation de complément, c'est-à-dire d'appoint. Et donc, la comparaison ne peut pas être faite là aussi. L'autre point qui est sous-jacent et qu'on devine à travers ce type de discours, c'est que, en fait, on a l'impression que les responsables raisonnent comme si dans ce pays il n'y a que l'irrigué. Le bourg n'existe pas, ou il n'est plus sous leur radar. Faut-il rappeler quand même, encore une fois, que si je dis que les surfaces irrigables c'est 15-16%, ça veut dire que 80 à 85% des terres, en fait, cultivables dans ce pays, relèvent de l'agriculture en bourg. C'est de l'agriculture pluviale. Et je dirais, c'est sur cet espace-là, c'est cet espace qui est le terrain de prédilection des céréales, et en particulier de l'orge. Et je répète, là où il est pratiquement difficile de faire autre chose, les céréales, l'orge en particulier, sont en fait le cœur d'un système d'exploitation qui est propre à l'agriculture familiale au Maroc. Laquelle agriculture familiale, on le sait, c'est 98% des exploitations dans ce pays. On est là face à un système en fait d'exploitation mixte qui combine harmonieusement les céréales. Avant, c'était aussi les légumineuses, avant que malheureusement ça soit pratiquement perdu en route, les céréales et l'élevage. Et ça se complète parfaitement parce que l'élevage se nourrit des sous-produits des céréales et à leur tour on sait que l'élevage dans le mode de vie de l'agriculteur c'est un peu la banque. Quand on manque de liquidité, notamment en période de sécheresse, on va vendre un mouton, un bovin, un ovin, et ça permet de survivre, de tenir les périodes difficiles. Et tout cela s'inscrit dans une vision, je répète, harmonieuse de la sécurité alimentaire. Alors, au passage, moi j'ai envie de dire, je me demande, en disant le ministre en affirmant que l'agriculture ne recevrait que 30% de ses besoins, et je me demande s'il n'y a pas là quand même une sorte de critique de la politique des barrages, parce que au fond,
En tout cas, on est perplexe parce que si après tant d'investissements massifs tout au long des 4-5 dernières décennies dans la politique des barrages, après tant d'efforts, on en arrive à une situation où l'agriculture reçoit le 30% de ses besoins, il y a là un problème, et en tout cas c'est une question qui me paraît tout à fait légitime de soulever et de poser. Bien. Troisième point, c'est la question des revenus des agriculteurs. Bon, là aussi, l'évidence, balayant les évidences, c'est évident que la pastèque, l'avocat, la tomate, ben ça rapporte plus que l'orge ou le blé, même si on peut discuter les chiffres avancés, mais bon. C'est évident que les céréales, pour la grande majorité des agriculteurs, ben ça, un hectare se rapporte pas 12 000 dirhams. Hein. De même que, par contre, des hectares un hectare de culture dite riche, hein, notamment la pastèque ou l'avocat, ben ça peut rapporter plus que 30 000. Mais enfin, passons. La question qui est occultée, en réalité, c'est quoi? C'est que tout simplement, on ne précise pas les 34 000 dirhams. Pour reprendre le chiffre avancé, qui gagne les 34 000 dirhams? Est-ce qu'on peut dire que c'est le commun des agriculteurs? Je pense que c'est évident que le profil de l'agriculteur qui va avoir ce revenu serait plutôt un agriculteur, on va dire, plutôt important, plutôt influent, plutôt privilégié. En tout cas, n'est-il pas abusif quand même de laisser croire que c'est le tout petit agriculteur qui serait privé des 34 000 dirhams si on lui impose de substituer la pastèque, enfin le blé à la pastèque. Mais le plus important souci, c'est que même au niveau macroéconomique, on laisse croire qu'en remplaçant la pastèque et l'avocat par les céréales, ben, les Marocains perdraient 20 milliards de dirhams. Qui perdrait ces 20 milliards de dirhams? Mais je dirais, au-delà encore de ce premier niveau, je dirais surtout, en maintenant, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'en maintenant les choix actuels de production, les Marocains perdent déjà, aujourd'hui, tous les jours, autrement plus que les 20 milliards. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils perdent à jamais des ressources naturelles. De l'eau, des ressources non ou difficilement renouvelables, des ressources non marchandes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, non réductibles à des flux financiers ou des flux comptables. Ce qu'ils sont en train de perdre aujourd'hui, c'est tout simplement la durabilité des ressources, la durabilité de l'agriculture dans un contexte de changement climatique que nous savons. C'est ça qui est aujourd'hui la réalité. Et donc, on voit bien que la question ne se résume pas, ne peut pas se résumer à un calcul coût-avantage de type purement financier, telle culture, elle rapporte plus que telle autre, donc on va la retenir, alors que par ailleurs, on sait parfaitement qu'elle peut être ruineuse, catastrophique pour la durabilité, pour les ressources naturelles de ce pays. Du point de vue maintenant de la sécurité alimentaire, on peut aussi quand même se poser la question, qu'est-ce qui compte, la pastèque ou le blé, ou l'orge? Un état, ce qu'on doit rappeler, l'état de dépendance alimentaire dans lequel on se trouve, en dépit de toutes les politiques qu'on nous raconte, en dépit du plan Marek Vert. Aujourd'hui, nous importons plus de la moitié de nos besoins en sucre, en céréales, la totalité du maïs, qui va d'ailleurs pour la production de la viande blanche, 98% des besoins en huile alimentaire. Nous sommes en état de dépendance alimentaire grave, et c'est donc dans ce contexte qu'on a un discours qui, franchement, c'est le moins qu'on puisse dire, manifeste une certaine désinvolture à l'égard de cette question de la sécurité alimentaire qui est quand même inquiétante. Et je dirais même, en ce moment, alors en pleine crise Covid, où on apprend que ça est là, l'information nous dit que les grands producteurs à l'échelle mondiale, à commencer par les Russes, les Américains, commencent soit à réduire, soit carrément interdire les exportations. Est-ce qu'il n'est pas légitime de s'inquiéter
pour cette situation d'insécurité, objectivement d'insécurité alimentaire. Et c'est en ce moment où on vient nous ressortir cette vieille histoire du le Maroc peut acheter les céréales sur le marché mondial. Est-ce qu'il faut rappeler que même la Banque mondiale qui nous a vendu cette histoire, cette fable, dans les années 80-90, ne se hasarde plus aujourd'hui à s'engager dans une voie aussi dangereuse. Alors, même le président Macron, face à la question notamment qui s'est posée sur le terrain des médicaments, il n'a pas hésité à s'affirmer partisan d'une souveraineté, quoi qu'il en coûte, a-t-il dit. C'est en ce moment où, au Maroc, certains viennent encore nous abreuver un peu de calculs, je dirais honnêtement, de calculs d'épicier, pour nous convaincre qu'il vaut mieux continuer à surexploiter nos maigres ressources en eau, pour produire des fruits et légumes destinés à l'exportation, pour l'essentiel. Et ensuite, alors faire confiance au marché mondial pour nous nourrir. J'ai juste envie de dire cette phrase qui est d'une sagesse extrême. Qu'on se dise bien que la souveraineté alimentaire, elle a un coût. C'est le sens de quoi qu'il en coûte. Elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Et en particulier dans le contexte qui vient. Voilà donc, honnêtement, on est un peu désarmé face à un tel discours. D'un côté, on a un discours qui ne tient pas compte, tout simplement, des vraies priorités de ce pays, des vrais enjeux de l'agriculture et du monde rural, et donc, je dis bien de la souveraineté alimentaire, pour continuer finalement sur des thèses qui sont maintenant largement dépassées. On n'a pas l'impression que les responsables ne se renouvellent pas, n'évoluent pas en fonction de l'évolution du monde. Et de l'autre côté, j'ai envie quand même de rester optimiste, parce que cette crise, elle a mis en évidence, elle a ouvert les yeux sur certaines réalités que certains ne voulaient pas voir. Et donc aujourd'hui, oui, je dis, on est mieux outillés, les esprits sont mieux préparés, finalement, pour s'engager sur cette voie d'une souveraineté alimentaire raisonnable. Personne ne parle d'extrême. Si on veut caricaturer quelque chose, évidemment, on l'extrémise. Ce dont il est question, c'est d'une alternative raisonnable, mais qui soit d'abord soucieuse de la sécurité alimentaire de la population et de la préservation des ressources naturelles de ce pays.